C'était un mardi soir, et nous étions tous assis autour de la table familiale quand ma tante Margaret a posé sa fourchette et m'a regardé avec ce sourire doux qui cachait toujours quelque chose de plus tranchant. Elle venait de féliciter mon frère pour son admission à l'université d'État, et tout le monde applaudissait comme s'il venait de décrocher un prix Nobel. Puis, elle s'est tournée vers moi, et j'ai senti ce qui allait suivre avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Et toi, ma chérie, tu as pensé à ce que tu vas faire l'année prochaine ? Je sais que tout le monde n'est pas fait pour l'université tout de suite. Il y a de très bons programmes de formation professionnelle maintenant. » Elle a dit ça avec une telle douceur que personne d'autre n'a bronché. Ma mère a hoché la tête comme si c'était une suggestion raisonnable. Mon père a continué à manger. Mon frère a regardé son téléphone. Et moi, j'ai souri poliment et j'ai dit que je réfléchissais encore à mes options. Ce que personne ne savait, c'est que j'avais déjà vérifié 3 fois mon portail universitaire ce matin-là et que l'enveloppe blanche dans mon sac à dos contenait quelque chose que je n'avais montré à personne. Ce n'était pas impressionnant pour eux, pas encore. C'était juste quelque chose que je n'avais pas encore eu le courage de dire à voix haute. Les mois qui avaient précédé ce dîner avaient été étranges, silencieux d'une manière que personne n'avait remarquée. Pendant que mon frère recevait des conseils de tout le monde sur comment rédiger son essai d'admission, sur quelles universités cibler, sur comment se préparer pour l'entretien, moi, j'étudiais dans ma chambre avec la porte fermée. Personne ne me demandait ce que je faisais, personne ne supposait que je préparais quelque chose d'important. Ma cousine Emma était venue dîner un soir et avait parlé pendant 1 heure de son nouveau stage, et quand elle m'a demandé ce que je faisais de mes soirées, j'ai juste dit que je lisais beaucoup. Elle a ri et a dit que c'était bien, que tout le monde n'avait pas besoin d'être ambitieux. Ce soir-là, après son départ, j'ai passé 4 heures sur une simulation d'examen SAT, les écouteurs enfoncés dans les oreilles, une tasse de thé froid posée sur mon bureau. Je n'avais dit à personne que je repassais l'examen, je n'avais dit à personne que mon premier score était déjà bien meilleur que celui de mon frère. Mais quelque chose en moi refusait de parler avant d'être absolument certaine. Ce silence n'était pas de la fierté, c'était de la protection. Il y avait eu ce moment, quelques semaines plus tôt, où mon oncle avait fait une blague pendant un barbecue familial. Il avait dit que les filles de la famille étaient chanceuses parce qu'elles n'avaient pas à se soucier autant de la carrière, qu'elles pouvaient juste trouver quelqu'un de bien et être heureuses. Tout le monde avait ri, même ma mère. Mon frère avait levé les yeux au ciel mais n'avait rien dit, et moi j'étais restée assise là, tenant mon verre de limonade, sentant quelque chose se durcir dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère, pas vraiment, c'était juste une prise de conscience lente et froide que peu importait ce que je ferais, il ne s'attendait à rien de moi. Et d'une certaine manière, cela m'avait libérée. Parce que si personne ne regardait, personne ne pouvait me dire que je n'étais pas capable. Cette nuit-là, j'avais ouvert mon ordinateur portable et commencé à rédiger mon essai d'admission pour Stanford. Je n'avais rien dit à personne. L'écran brillait dans l'obscurité de ma chambre et j'avais écrit pendant des heures, réécrit chaque phrase jusqu'à ce qu'elle sonne vraie. Ce que je n'avais pas réalisé alors, c'est que ce silence allait devenir mon arme la plus puissante. Les résultats du SAT étaient arrivés un jeudi matin. Je m'en souviens parce que c'était le jour où mon frère avait reçu sa lettre d'acceptation à l'université d'État, et toute la maison était en fête. Il y avait des ballons, ma mère avait fait un gâteau, mon père avait pris une demi-journée de congé pour célébrer. Et moi, j'étais montée dans ma chambre pendant qu'il posait pour des photos, j'avais ouvert mon ordinateur et j'avais vu le chiffre, 1580. J'avais fixé l'écran pendant une longue minute, attendant de ressentir quelque chose, de la joie, de la fierté, n'importe quoi. Mais tout ce que je ressentais, c'était une sorte de calme étrange. Je savais que mon frère avait obtenu 1200. Je l'avais entendu le dire fièrement à nos cousins quelques semaines plus tôt, et tout le monde l'avait félicité. Personne ne m'avait demandé mon score, personne ne supposait que j'avais même passé l'examen. Alors je n'en avais pas parlé. J'avais juste fermé l'ordinateur, j'étais redescendue, et j'avais mangé un morceau de gâteau. Ma mère m'avait demandé si j'allais bien, et j'avais dit que oui, juste un peu fatiguée. Elle avait hoché la tête et était retournée à la fête. Ce que personne n'avait remarqué, c'est que j'avais déjà commencé à recevoir des emails d'université dont personne dans ma famille n'avait jamais entendu parler. Les semaines suivantes avaient été un exercice de double vie. Le jour, j'assistais aux cours, je déjeunais avec mes amis, je hochais la tête quand ma tante me suggérait de postuler au community college local,
La nuit, je remplissais des dossiers d'admission, je peaufinais des essais, je vérifiais mes emails toutes les heures. Il y avait quelque chose d'étrangement paisible dans ce secret. Personne n'attendait rien de moi, donc je ne pouvais décevoir personne. Et si je réussissais, ce serait entièrement à moi. Un soir, ma cousine Sarah était venue dormir à la maison et nous regardions un film quand elle avait commencé à me parler de ses projets de mariage. Elle m'avait demandé si je pensais aller à l'université, et j'avais dit que je ne savais pas encore. Elle avait dit que c'était probablement mieux comme ça, que l'université était surévaluée de toute façon, surtout pour les filles qui allaient juste se marier après. Je me souviens avoir souri et hoché la tête, tout en pensant à l'email que j'avais reçu ce matin-là de Yale, me demandant de confirmer ma disponibilité pour un entretien. Je n'avais rien dit. Le film avait continué et Sarah s'était endormie vers minuit. Moi, j'étais restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin, préparant mes réponses pour cet entretien que personne ne savait que j'avais. Les acceptations avaient commencé à arriver en mars. La première était venue de Northwestern, avec une bourse de mérite complète. J'avais ouvert l'email dans la bibliothèque de l'école pendant ma pause déjeuner et j'avais dû fermer l'ordinateur rapidement parce que mes mains tremblaient trop. Je n'avais rien dit à personne ce jour-là. Je ne savais même pas comment le formuler. Cette nuit-là, pendant le dîner, mon père avait parlé de combien l'université allait coûter pour mon frère, combien ils allaient devoir économiser, peut-être prendre un deuxième prêt. Ma mère avait l'air stressée. Mon frère avait dit qu'il trouverait un job à temps partiel. Et moi, j'avais mangé mon repas en silence, sachant que j'avais une lettre d'acceptation avec financement complet cachée dans mon sac. Mais quelque chose m'empêchait de parler. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était juste que je savais que dès que je le dirais, tout changerait. Ils auraient des opinions, ils auraient des conseils, ils pourraient même essayer de me dissuader, me dire que je n'étais pas prête, que c'était trop loin, trop ambitieux. Alors j'avais attendu. Stanford était arrivé 2 jours plus tard, puis MIT, puis Princeton. Chaque notification faisait battre mon cœur un peu plus fort, mais je gardais mon visage neutre. Ce que je n'avais pas prévu, c'est combien ce silence allait devenir lourd. Il y avait eu ce moment où ma tante Margaret m'avait emmenée faire du shopping, juste nous deux. Elle essayait d'être gentille, je le savais. Dans la voiture, elle m'avait parlé de son amie dont la fille avait pris une année sabbatique et combien cela lui avait fait du bien. Elle avait dit que tout le monde ne devait pas suivre le chemin traditionnel, que certaines personnes s'épanouissaient mieux en prenant leur temps. J'avais regardé par la fenêtre et dit que c'était une bonne perspective. Elle avait souri, soulagée, et avait continué à parler de programmes de certification, d'écoles de commerce locales, d'options plus réalistes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà accepté une place à Stanford avec une bourse complète de 125 000 $. Je n'avais juste pas encore trouvé comment le dire. Dans le magasin, elle m'avait acheté un pull et m'avait dit de ne pas m'inquiéter, que j'allais trouver ma voie. J'avais remercié sincèrement parce qu'elle pensait vraiment bien faire. Mais en tenant ce sac de shopping sur le chemin du retour, je me sentais comme une menteuse. Pas parce que je cachais quelque chose de mal, mais parce que je laissais les gens construire une version de moi qui n'existait pas. Je savais que ça ne pouvait pas durer, mais je ne savais pas comment y mettre fin sans que ça ressemble à une trahison. Le moment de vérité était venu lors d'un autre dîner de famille, fin avril. Mon frère avait reçu son package financier final et mes parents discutaient des détails du prêt étudiant. Ma tante Jessica était là et elle avait commencé à me donner des conseils non sollicités sur comment peut-être commencer par quelques cours au community college pour voir si l'université me convenait. Elle avait dit ça devant tout le monde et plusieurs personnes avaient hoché la tête comme si c'était sage. Mon frère avait même ajouté que ce serait moins de pression pour moi. Et quelque chose en moi avait finalement craqué. Pas de façon dramatique, pas avec colère, juste une fatigue tranquille. J'avais posé ma fourchette et dit « Je ne vais pas au community college ». Le silence qui avait suivi était étrange. Ma mère avait ri nerveusement et demandé ce que je voulais dire. J'avais sorti mon téléphone, ouvert mes emails et fait défiler. Stanford, MIT, Yale, Princeton, Northwestern, Johns Hopkins. Toutes des acceptations, certaines avec des bourses complètes. Je n'avais pas levé les yeux, je leur avais juste tendu le téléphone. Ma tante Jessica avait été la première à le prendre. Elle avait lu en silence, puis l'avait passé à ma mère. Ce qui avait suivi n'était pas de la célébration, c'était de la confusion. « Pourquoi tu nous as rien dit ?» avait demandé ma mère. « Depuis quand tu postules à ces écoles ?» avait dit mon père. Mon frère ne disait rien, il fixait juste son assiette. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que mon secret ne serait pas reçu comme une bonne surprise, mais comme une accusation.
Les jours qui avaient suivi ce dîner avaient été tendus. Ma mère était blessée que je ne lui ai rien dit. Mon père semblait déstabilisé, comme s'il ne savait pas qui j'étais. Mon frère était devenu distant, ne me parlant presque plus. Et mes tantes et oncles avaient commencé à poser des questions étranges, comme si elles cherchaient à comprendre comment j'avais pu les tromper. Personne ne disait « félicitations ». Personne ne demandait comment je me sentais. Au lieu de cela, ils voulaient savoir pourquoi j'avais gardé le secret, si je pensais être meilleure qu'eux, si tout ça n'était pas un peu trop ambitieux. Ma cousine Emma m'avait même envoyé un message disant qu'elle trouvait bizarre que je n'ai rien partagé, comme si partager était une obligation. Et peut-être que c'était ça le problème. Peut-être qu'en ne partageant rien, j'avais forcé tout le monde à confronter leurs propres suppositions. Ils avaient construit une version de moi dans leur tête, une version tranquille, pas trop brillante, pas trop ambitieuse, qui ne les mettrait pas mal à l'aise. Et en révélant la vérité, j'avais détruit cette version. Je n'avais pas fait ça pour les blesser, je l'avais fait pour me protéger. Mais le résultat était le même. Ce que je n'avais pas compris jusqu'à ce moment-là, c'est que parfois réussir tranquillement est perçu comme une forme de mensonge par ceux qui ne s'attendaient à rien de vous. Mon départ pour Stanford en août avait été étrangement discret. Il n'y avait pas eu de grande fête, pas de photos de famille au portail de l'université. Mes parents m'avaient aidé à emménager, mais l'ambiance était étrange, polie mais distante. Mon frère n'était pas venu. Il avait dit qu'il avait une orientation ce week-end-là, mais je savais que ce n'était pas vrai. Ma mère avait pleuré en repartant, mais je ne savais pas si c'était de fierté ou de quelque chose d'autre. Mon père m'avait serré dans ses bras et m'avait dit d'être prudent, mais il ne m'avait pas regardé dans les yeux. Et quand ils étaient partis, j'étais restée debout dans ma nouvelle chambre de résidence, entourée de cartons, me demandant si j'avais fait quelque chose de mal. Mais ensuite, mon colocataire était arrivé, puis un autre étudiant du couloir, et nous avions commencé à parler. Et pour la première fois depuis des mois, personne ne supposait que j'étais moins capable parce que j'étais une fille, ou parce que je venais d'une petite ville, ou parce que je ne correspondais pas à leur image de ce qu'une bonne étudiante devrait être. Ils me voyaient juste comme moi. Et ce soir-là, assise dans la salle commune avec des gens que je venais de rencontrer, riant de blagues que je ne comprenais pas encore complètement, je m'étais sentie plus chez moi que je ne l'avais été depuis longtemps. Ce que j'avais commencé à comprendre, c'est que parfois partir est la seule façon de vraiment arriver. Les années à Stanford avaient été transformatrices, mais pas de la manière que j'aurais imaginé. Ce n'étaient pas les cours, même s'ils étaient extraordinaires. Ce n'étaient pas les professeurs, même si certains avaient changé ma vie. C'était le fait de vivre dans un endroit où personne n'avait d'attente préconçue sur moi. Je pouvais être brillante sans qu'on le traite comme une anomalie. Je pouvais être ambitieuse sans qu'on me dise que c'était trop. J'avais rejoint un laboratoire de recherche en 2e année et mon professeur m'avait encouragée à postuler pour un programme de doctorat avec financement complet. J'avais été acceptée à Johns Hopkins avec un package qui couvrait non seulement les frais de scolarité, mais aussi un salaire de recherche confortable. J'avais été intronisée à Phi Beta Kappa en 3e année et à la cérémonie, je m'étais assise dans l'auditorium, portant mes insignes d'honneur, entourée de gens qui célébraient vraiment les réalisations les uns des autres. Je n'avais invité personne de ma famille. Ce n'était pas par méchanceté, c'était juste que je savais maintenant que certaines victoires étaient mieux savourées en silence. Ma mère m'appelait de temps en temps, me demandait comment j'allais, si j'avais rencontré quelqu'un, si je pensais à rentrer après le diplôme. Elle ne demandait jamais mes notes, elle ne demandait jamais mes recherches. Ce que je réalisais lentement, c'est que nous vivions dans des réalités parallèles et qu'essayer de les fusionner ne ferait que blesser tout le monde. La remise des diplômes était arrivée avec les honneurs, mais j'avais marché sur scène en pensant surtout à la prochaine étape. Mes parents étaient venus et ils avaient pris des photos et ma mère avait pleuré à nouveau, mais il y avait toujours cette distance, ce sentiment qu'ils étaient fiers mais aussi désorientés, comme s'ils regardaient la vie de quelqu'un d'autre. Mon frère n'était pas venu, il avait dit qu'il ne pouvait pas prendre de congé au travail. Je n'avais pas insisté. Après la cérémonie, nous étions allés dîner et ma tante Margaret, qui était venue aussi, avait fait un commentaire sur combien tout ça avait dû coûter. J'avais dit tranquillement que tout avait été couvert par des bourses. Elle avait ri nerveusement et dit que j'avais eu de la chance. Et peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que c'était de la chance, mais c'était aussi 4 ans de nuits blanches, de doutes, de travailler plus dur que n'importe qui ne le voyait. Ce soir-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, j'avais regardé mes relevés bancaires.
Entre mes économies de bourse, mes jobs de recherche et un petit héritage de ma grand-mère que personne ne savait que j'avais investi, j'avais un solde à 6 chiffres. Je n'avais jamais dit à personne. Ce n'était pas pour me vanter, c'était juste que j'avais appris très tôt que certaines informations créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Ce que je gardais pour moi maintenant n'était plus un secret de protection, c'était un choix de paix. Les années de doctorat à Johns Hopkins m'avaient donné une structure et un but que je n'avais jamais eu auparavant. Ma recherche était publiée dans des revues respectées, j'avais présenté des conférences internationales, j'avais construit une vie où mon travail parlait plus fort que n'importe quelle explication familiale ne le pourrait jamais. Je parlais à ma mère peut-être une fois par mois maintenant. Les conversations étaient brèves, polies, centrées sur la météo et la santé. Elle ne demandait jamais mon travail. Je ne le ferai pas. Mon frère et moi ne nous parlions presque plus. Pas par animosité, juste par distance. Nos vies avaient divergé tellement qu'il n'y avait plus de pont. Et étrangement, j'étais en paix avec ça. Un jour, ma cousine Emma m'avait appelée de nulle part. Elle planifiait son mariage et voulait savoir si je viendrais. Nous avions parlé quelques minutes et elle avait mentionné, presque en passant, qu'elle avait entendu dire que je faisais quelque chose avec la science maintenant. J'avais dit oui, quelque chose comme ça. Elle avait dit que c'était cool, puis avait immédiatement changé de sujet pour parler de sa robe. Je n'étais pas blessée, j'avais juste réalisé que nous vivions dans des mondes complètement différents maintenant, et que c'était correct. Ce que j'avais arrêté de faire, c'était essayer de faire rentrer ma vie dans leur compréhension. Je n'étais plus responsable de gérer leur inconfort face à qui j'étais devenue. Il y avait eu un moment, récemment, où j'étais retournée chez moi pour Thanksgiving. C'était la première fois en 3 ans. La maison avait l'air plus petite que dans mon souvenir. Ma mère avait cuisiné mon plat préféré et mon père avait posé des questions polies sur Baltimore. Mon frère était là avec sa petite amie et ils avaient parlé de leur projet d'acheter une maison. Tout le monde semblait content, installé. Et puis, ma tante Jessica avait demandé, comme par hasard, si je voyais quelqu'un. J'avais dit non, que j'étais concentrée sur ma recherche. Elle avait fait cette expression, ce mélange de pitié et de jugement, et avait dit « Tu sais, tu ne rajeunis pas, tu ne veux pas finir seule ». J'avais souri et n'avais rien dit. Parce que ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que je n'étais pas seule. J'avais des collègues qui respectaient mon travail, j'avais des amis qui comprenaient mes ambitions, j'avais une carrière qui me remplissait d'une manière que personne ici ne pourrait comprendre. Et j'avais un compte bancaire qui me donnait plus de liberté que la plupart des gens de ma famille n'en auraient jamais. Je n'avais pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Ce que j'avais finalement appris, c'est que le plus grand pouvoir n'est pas de prouver que les gens avaient tort, c'est de ne plus se soucier qu'ils les pensaient. Maintenant, assise dans mon appartement à Baltimore, travaillant sur un article qui sera publié le mois prochain, je pense parfois à ce dîner où ma tante m'avait suggéré le Community College. Je pense au silence que j'avais gardé, au secret que j'avais porté, et je me rends compte que je ne regrette rien, parce que ce silence ne venait pas de la honte, il venait de savoir que tout le monde ne mérite pas un aperçu de ton parcours. Certaines personnes voient ton succès et y voient une accusation. D'autres le voient et y trouvent une inspiration. Mais la plupart ne le voient pas vraiment du tout. Ils le filtrent à travers leurs propres peurs et regrets, et peu importe comment tu l'expliques, ils ne comprendront jamais vraiment. Ma famille pense probablement encore que j'ai eu de la chance. Ils ne savent pas que j'ai un poste de professeur qui m'attend après mon doctorat. Ils ne savent pas que j'ai été approchée par 3 départements différents. Ils ne savent pas que le chiffre sur mon relevé bancaire continue de croître. Pas parce que je suis obsédée par l'argent, mais parce que j'ai appris très tôt que la sécurité financière signifie ne jamais avoir à dépendre de personnes qui ne croient pas en toi. Je ne leur dirai probablement jamais tout ça. Pas parce qu'ils ne méritent pas de savoir, mais parce que je n'ai plus besoin qu'ils sachent. Ce que j'ai compris, finalement, c'est que la vraie liberté n'est pas de prouver que tu étais sous-estimé, c'est de construire une vie tellement pleine que leur opinion n'a plus d'importance.